Pourquoi l'indice S&P 500 ne crache pas? Comment fait-il pour résister? A-t-il réellement des bonnes raisons de résister? Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de cette émission du lundi qui couvre le marché action international, mais surtout le marché action US, à un moment où crash, c'est le mot qui est à la bouche de tous les oiseaux de mauvaise augure, mais qui, bon, cette fois-ci, ont quand même des bonnes raisons fondamentales de se dire que nous sommes dans un marché aussi mature, un marché action topiche dans le sens proche de son sommet, et pourtant, il résiste. Il résiste, alors que, vous le savez, des éléments de comparaison sont en place avec ce que fut la fin de la phase haussière du marché, qui culmina en 2000-2001, après l'explosion, ensuite il y a eu l'explosion de la bulle dite .com, et puis il y a eu cette phase d'avancée du marché 2003-2007, et puis le marché est rentré, il y a eu la crise financière, bien sûr la crise des subprimes, il y a eu un événement déclencheur, mais il y avait des raisons quand même derrière sous-jacentes, de valorisation, d'excès, et ça s'est dégonflé vers market. Bon. Alors, vous l'avez vu la semaine dernière, le SP500 fait de la résistance. Alors oui, bien sûr, la période autour de Thanksgiving, Black Friday a cette saisonnalité généralement favorable. Je vous en avais parlé, ça a donc été le cas. Combien de temps peut-il résister? Combien de temps cette bulle ou pas bulle d'ailleurs, sur les valeurs de la tech, va-t-elle se maintenir sur le marché action américain? Mais lorsqu'on gratte un peu, lorsqu'on creuse, on réalise qu'en fait, cette valorisation excessive du marché action US est concentrée sur la tech. Et d'ailleurs, cette tech qui concentre la valorisation excessive délivre. Mais lorsqu'on le regarde derrière les autres secteurs, évidemment, beaucoup de secteurs cycliques ne sont pas en survalorisation. Alors oui, la tech, c'est 40% du SP500, un peu moins. Mais vous avez le top 10 des GAFAM, là, le top 10 market cap, pardon, qui imprime la tendance de fond du S&P 500. Forcément, si ces valeurs devaient rentrer en fort retracement, le S&P 500 n'y échapperait pas. Mais en même temps, dès que ces valeurs retracent de 3-4 jours, des acheteurs se présentent. Parce qu'ils ont des bonnes raisons de se présenter aussi. Ce n'est pas une coquille vide, comme en 2001, où toutes ces valeurs à l'époque qui mettaient simplement .com devant leur nom, mais ne délivraient rien, bon, étaient montées à des valorisations en milliards, forcément, ça allait se dégonfler. Là, ce n'est pas le cas. Alors, dans cette nouvelle édition du Top Gun, on va faire des choses. J'ai essayé de structurer les idées. L'idée, c'est quoi? Pourquoi le S&P 500 ne crache pas? Donc, première partie, j'ai rassemblé et je vais illustrer les raisons structurelles. Alors, crash, bien sûr, c'est un peu fort comme mot. J'ai rassemblé les raisons structurelles d'entrée en marché baissier, d'entrée en bear market, le fameux bear market. C'est-à-dire les raisons structurelles qui peuvent ramener le S&P 500 à 6200 points. 6200 points étant pile poil l'ancien record historique, donc c'est un gros niveau horizontal, un gros niveau de support. Et ces raisons structurelles ne manquent pas, elles sont nombreuses. Deuxième partie, au contraire, parce que cette fois-ci, il y en a. C'est ça la grande différence avec 2000-2001 ou 2007-2008. Deuxième partie, les facteurs de résistance. Les facteurs, déjà, d'une part, de nuance des facteurs de pression. Typiquement, prenons le sujet de la valorisation, il y a beaucoup de nuances à apporter. Oui, la valorisation globale, multicritère de valorisation du S&P 500 fait qu'il est sur un record de valorisation. Mais il y a des nuances à apporter, vous allez voir, et elles sont pas petites, ces nuances. Rien que sur ce sujet de la valo, donc vous voyez, ça commence déjà mal pour un argument, on va cracher, c'est sûr, à 100%. Alors déjà, aussi, autre chose, un retour à 6200 points, c'est vraiment un crash. C'est un retracement de 10-15%. Au final, ça peut sembler normal dans le rythme de marché. On ne parle même pas, je ne parle pas par exemple de ce qui s'était passé en avril dernier avec la guerre commerciale, ou encore le crash Covid, ou encore le bear market de 2022, qui sont des choses un peu différentes. Bon, en tout cas, donc deuxième partie, les facteurs qui permettent de résister, les facteurs qui, justement, peuvent rendre moins probable une phase de correction du S&P 500, rendre peut-être improbable un retour à 6200 points, qui peuvent peut-être atténuer
certains excès comme la valo et finalement créer plutôt un trading range, une phase latérale des prix. On l'oublie souvent ça, puisque le débat semble être focus sur, lorsqu'on regarde la haute finance américaine, lorsqu'on regarde les gros titres anglo-saxons de la presse financière, soit le marché continue de monter, soit il crache. Mais on oublie l'entre-deux. Et finalement, lorsqu'on fait la synthèse de ces raisons structurelles d'entrer en marché baissier, en correction, mais vous allez voir, et il y en a beaucoup, j'ai un certain nombre de facteurs de résilience, de résistance, notamment en lien avec la liquidité. Par exemple, tenez, écoutez, à partir de ce lundi 1er décembre, c'est la fin du programme de quantitative tightening de la Fed. Alors attention, le bilan de la Fed ne va pas rebondir. Nous ne rentrons pas dans une phase de quantitative easing, mais disons que le bilan de la Fed devient un facteur neutre en termes de liquidité, concernant notamment la liquidité du marché monétaire. L'environnement des sous les mid-cap est très loin d'être survalorisé. Il n'a pas dépassé le top de son sommet de l'année 2021. Lui, il le peut d'ailleurs avec la fin du QT de la Fed. Vous allez voir donc qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs de résilience, et même sur ces sujets de la valorisation, même sur ces sujets des excès à la fois techniques et fondamentaux, finalement, on réalise que c'est très concentré. Si les excès étaient, par exemple, en 2007-2008, les excès étaient assez bien répartis sur plus ou moins tous les secteurs. Donc forcément, on rentre dans un marché baissier global. Mais là, les excès sont très localisés sur un secteur. Bon, la tech, l'IA, etc. Alors, en plus, non seulement c'est très localisé, donc effectivement, mais en plus, ce secteur fait des bénéfices. Donc, il y a des excès localisés, mais des excès localisés qu'on arrive à justifier. Donc, un excès justifié. Un crash, c'est quoi? Un crash, c'est souvent un excès qui n'est pas justifié. Vous voyez, il y a énormément de choses. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Toutes mes idées sont rassemblées dans des tableaux. Pour chacune des lignes, des facteurs que je vais énumérer, j'ai des illustrations. Troisième partie, cette semaine, normalement, si tout va bien, ça n'arrête pas de changer, hein, le retour des statistiques américaines. Cette semaine, c'est le retour de l'inflation PCE. Donc, d'ici la Fed du 10 décembre, nous devrions avoir au moins une lecture du PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed. Là aussi, pourquoi les S&P 500 ne crachent pas? Depuis avril, on nous bassine avec la seconde vague d'inflation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, l'inflation est à 2,7, 2,8. Elle est stable. En fait, vous retirez les tarifs douaniers, on est sous 2. Il n'y a rien de catastrophique finalement. Les entreprises ont plus ou moins joué le jeu, elles ont absorbé ça en grande partie, pour pas casser le consommateur. Donc, est-ce qu'on peut envisager un scénario de Goldilocks? Goldilocks, mèche blonde, les belles blondes, ont la chance d'avoir des cheveux. Goldilocks. C'est quoi Goldilocks? C'est finalement, ces 3-4 prochains mois, l'inflation, elle va revenir vers 2,5, peut-être entre 2 et 2,5, malgré les tarifs douaniers. En fait, les tarifs douaniers la normalisation aurait commencé. Est-ce qu'on peut vraiment se dire un Goldilocks scénario macro, avec un emploi un peu tendu, mais une inflation qui revient à la cible? Là, c'est pareil. Ça peut être une raison qui explique que ça crache pas. Vous voyez? Donc, on va voir. Alors, les chiffres de l'inflation, ils vont revenir doucement. D'ici la fête du 10 décembre, il n'y aura pas tant de chiffres que ça finalement, puisque beaucoup de data, notamment l'emploi, vont être publiés après. Idem pour l'inflation CPI. Ça sera plutôt vers le 16-20 décembre. La Fed, elle cause le 10. Par contre, normalement, ce vendredi 5, on a un PCE. Celui d'octobre qui concernait septembre. Pour regarder l'inflation temps réel, on est à 2,3, 2,4. Hein. Donc si les tarifs douaniers, prenez Trueflation, si les tarifs douaniers avaient vraiment impacté le prix des biens et services, on serait déjà à 3,5 ou 4. On est à 2,3 et ça bouge pas. Voilà, donc pourquoi le S&P 500 ne crache pas, malgré cette survalorisation et cette bulle, soi-disant so-called bulle de l'IA? Bienvenue à la nouvelle édition. Première partie, les raisons structurelles. Et elles ne manquent pas d'entrée. Alors, naturellement, crash, j'ai choisi ça pour le titre de la vidéo. Je parle, moi, d'une phase de correction, d'un retour du S&P 500, d'un retour du S&P 500 à 6200 points, 6150, 6200 en fait, l'ancien record. Ici, d'ailleurs, le crash de la guerre commerciale avait ramené le S&P 500 là aussi à son ancien record. C'est le scénario que met en avant ceux qui insistent sur la survalorisation du marché, la nature de bulle du marché action américain, et mettent en avant ce risque. Sauf que le marché fait de la résistance. Et s'il fait de la résistance, c'est qu'il y a aussi des bonnes raisons fondamentales. C'est sur ça que je vais revenir. Et peut-être des raisons fondamentales qui peuvent neutraliser ne serait-ce qu'un scénario de retour à 6002. Parce que, je veux dire,
Revenir ici, ça fait 10-15% de baisse. Pour moi, revenir ici, c'est une opportunité d'achat. Revenir chercher l'ancien record, revenir chercher la moyenne mobile à 200 jours. Mais voilà, on voit que la semaine dernière, le marché fait de la résistance et il y a des raisons à ça. Il y a des raisons qui sont fondamentalement, qui peuvent être solides. Donc, mais déjà, on joue le jeu des collapsologues. Alors, des collapsologues, vous savez, moi j'appelle ça des permabères, ceux qui sont tout le temps bears. Et donc, forcément, sont les meilleurs pour mettre en avant les arguments. Mais ces arguments sont solides. Alors, ils sont rassemblés ici dans ce tableau. Il y en a un certain nombre, j'ai mis en rouge, ce qui peut bien sûr justifier donc une baisse du S&P 500. Et la première ligne, c'est la valorisation. Ça, c'est, si vous voulez, l'argument numéro 1. C'est l'argument numéro 1, la valorisation, le prix global du marché action américain par rapport à la réalité de l'activité économique. Le prix du marché action par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux bénéfices. Il y a tout un tas de façons de faire de la valorisation boursière. Et donc j'illustre tout à fait ce propos. Effectivement, nous sommes sur un record de valorisation. Alors j'aime beaucoup ce graphique, je vous l'ai déjà montré, j'en ai plein d'autres qui arrivent. Ne croyez pas que je fais simplement le perroquet de la semaine dernière, j'ai plein de choses. Mais ce que j'aime avec ce graphique, c'est qu'il fait la synthèse de plusieurs modèles de valorisation, de plusieurs façons de donner un prix au marché action américain. Oui, c'est vrai qu'en faisant la moyenne du PE forward, du PE classique, du cap ratio, du rapport prix entre prix chiffre d'affaires, etc., la market cap par rapport au PIB, jamais le marché n'a été aussi cher. Et nous sommes dans des phases où à chaque fois c'était le crash. Oui, ça c'est l'argument numéro 1 de ceux qui disent ça va cracher. Et donc moi je pose la question, mais pourquoi ça crache pas alors? Peut-être que ça va. Peut-être que ce n'est qu'une question de temps. Ah bah, oui, bien sûr, mais vous allez voir, on passe tout en vue. Donc cette survalorisation, je l'illustre de plusieurs façons. Je vous montre ici donc plus précisément le price earning de Shiller ou cap ratio. Alors on a dépassé le sommet de 2021. Notez que le record en termes de PE de Shiller, parce que le PE de Shiller est quand même très respecté. Le record absolu, c'était celui de la bulle Internet, 99-2000. On n'y est pas encore. Peut-être que justement, pour cracher, il faut d'abord aller chercher ça. Et donc aller encore plus haut avant de cracher. Vous voyez, c'est pour ça. Même ceux qui mettent en avant la survalorisation, eh bien là, déjà, vous avez un argument. Oui, c'est cher, mais ça peut l'être encore plus. Mais on continue, on avance tranquillement. Donc oui, ça c'est la première ligne. Le marché est effectivement très cher. Et cette cherté d'ailleurs, elle concerne essentiellement la tech. Alors, deuxième argument concernant alors ce qui pourrait justifier un crash, c'est bien sûr une inflation résiliente. Alors, pas de seconde vague d'inflation, mais une inflation qui reste durablement au-dessus de la cible de la Fed. D'ailleurs, cette semaine, vous avez le retour de l'inflation PCE. Il est vrai que l'inflation PCE est actuellement à 2,7 en nominal, 2,9 encore. La cible de la Fed est à 2, ça c'est le monde d'avant, nous sommes là. Effectivement, si l'inflation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans devait se maintenir là comme ça, entre 2,8, 3, 3,5 pendant encore 1 an, 2 ans, bah, la Fed, statu quo. La Fed baisse pas ses taux. Alors, normalement, le 10 décembre, il y a une baisse de taux. J'ai traité le sujet la semaine dernière. J'aurai bien sûr l'occasion de le retraiter, mais des membres importants du FOMC, rappelez-vous, il faut 7 voix pour une baisse de taux, s'expriment en faveur d'une baisse de taux. Je vais vite parce que là, je veux vraiment traiter mon sujet. Mais derrière ça peut être le statu quo, une grande partie de l'année 2026, en lien avec cette inflation résiliente. Alors là aussi, c'est en débat, mais ça, c'est la raison numéro 2 que mettent en avant ceux qui disent ça va cracher. Donc déjà, on a quand même valorisation excessive, inflation au-dessus de la cible de la Fed. Après, vous ajoutez à ça, je dirais ici, tout le package de la dette. L'endettement, la dette publique, le déficit budgétaire, la dette publique, la dette aussi des entreprises. Alors justement, par rapport à ça, par rapport à la dette des entreprises, je vous montre ce graphique, donc qui nous vient de la FRED, de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Vous avez en fait l'endettement des entreprises non financières aux États-Unis rapporté au PIB. Et alors, nous sommes dans une zone haute, bien sûr, on est au plus haut de 40-50 ans, on est loin du pic ici, ça c'est la période du Covid, où il y a eu une explosion de la dette, mais c'était passager. Depuis, bien sûr, le rapport entre la dette des entreprises non financières et le PIB recule, mais tout de même, ça reste qu'on est quand même sur des niveaux assez élevés. Et donc, si vous voulez une inflation qui reste à un niveau élevé, une Fed qui baisse pas ses taux, ça peut rendre difficile la soutenabilité de la dette pour ces entreprises. Donc, c'est un argument aussi, bien sûr, mis en avant par
Ça fait partie des raisons structurelles qui peuvent justement justifier un crash. Alors, dans les raisons structurelles qui peuvent justifier un crash, alors, la géopolitique, ça va, ça vient. Là, on est plutôt dans une phase où, a priori, il pourrait y avoir une solution pour la guerre en Ukraine. On verra bien. Mais bon, là, dans ce tableau, je liste. Je connais beaucoup d'arguments structurels de faiblesse, mais je suis allé voir un peu partout. Et notamment, il y a beaucoup de personnes qui ont des biais. Et c'est intéressant parce que ceux qui ont des biais, ça permet d'avoir un catalogue global de ce qui peut justifier une baisse. Moi, j'essaie de ne pas avoir de biais. Donc, je vois ce qui peut justifier une correction, je vois aussi ce qui peut l'amortir, voire la neutraliser. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Alors, bien sûr, je vous apprends rien. La guerre commerciale, l'incertitude commerciale. Là, a priori, il y a plus ou moins une trêve avec la Chine qui peut durer 1 an. La Chine s'engageait à acheter des produits agricoles américains. On verra dans 1 an, mais il y a eu plutôt un accord qui a été trouvé avec la Chine. Alors oui, le risque des profits. Pourquoi les profits peuvent être un risque? Parce que maintenant ici, je vous montre le PE forward. Le prix du marché rapporté au bénéfice futur. Bénéfice futur doit mouiller, non, bénéfice anticipé. Jamais le marché n'a été aussi cher. Si vous comparez le prix du marché par rapport aux bénéfices que les analystes financiers attendent, on est là aussi au record du record. Ce fut le départ ici du grand bear market et la bear market de 2000-2001. Donc oui, là on se dit, bon, la moindre mauvaise nouvelle sur les bénéfices futurs et on crache. Il y a des conditions, oui, mais s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle sur les bénéfices futurs, si ça se maintient tout en haut, il n'y a pas de raison de cracher. Mais effectivement, il n'y a pas de marge d'erreur en fait. Ce que nous dit actuellement la valorisation excessive, c'est qu'il n'y a pas de marge d'erreur. Et vous allez voir, je vais avancer. Donc retenez qu'on est survalorisé, etc. La dette, la guerre commerciale, effectivement. Là, je l'ai mis dans le tableau les facteurs qui peuvent justifier un crash, mais en même temps, ça peut se lire de deux façons. La concentration. La fameuse concentration des bénéfices. Je vous montre ici depuis 10 ans l'évolution des secteurs. L'évolution des secteurs. Donc les entreprises américaines du SP500 sont classées au sein de 11 super secteurs. Et là, vous avez l'évolution depuis 10 ans de ces 11 super secteurs. Regardez, la tech, 609%. Et tout le reste en bas. Tout le monde est collé en bas. Alors là, tout de suite, on se dit, bon, alors crash. Si toutes ces courbes, si tous ces secteurs, si tout le monde était aligné tout en haut, là, d'accord, ok, oui, il peut y avoir un risque global, mais finalement, là, on voit que c'est la tech. C'est important la tech, hein. C'est 40% du calcul du SP500. Mais déjà, voyons que c'est la tech. Je reste sur cette histoire de performance et de survalorisation. Regardez ce graphique, je vous l'ai déjà montré. Vous avez donc ici, bien sûr, la market cap du SP500, et vous avez surtout la concentration, le poids du top 10 dans la market cap du SP500 par rapport au top du passé. Regardez, point de départ de la baisse, point de départ du bear market. Ici, c'était l'explosion de 2 bulles spéculatives. Jamais comme maintenant, la concentration de la market cap s'est faite sur un secteur. C'est encore une fois le secteur de la tech. On parle beaucoup de valorisation excessive d'un marché qui est extrêmement cher. Oui, c'est vrai, mais regardez par exemple. Regardez comme c'est intéressant. Alors où est-ce que je l'ai mis? Voilà, la valorisation des secteurs. On a beaucoup de secteurs cycliques ici, pas du tout survalorisés. Et à un bon 2/3 des secteurs du SP500, en PE Chiller, on n'est pas du tout survalorisé. Mais justement, là où il y a un risque, c'est que la performance étant concentrée sur les Magnificent 7, regardez le poids des Magnificent 7 dans le calcul du SP500, 35%. Donc, si jamais il devait y avoir une vague de prise de profit sur la tech, vu son poids dans l'indice, mécaniquement, ça ramène l'indice à 6200 points. Donc vous voyez qu'on peut lire ça de deux façons. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est ultra concentré, donc ça concerne qu'un secteur, donc le reste non, donc en fait ça va, mais en même temps, c'est ultra concentré, donc si finalement tout le monde décide de prendre ses profits sur la tech, sur l'IA, bah là, mécaniquement, d'un point de vue mathématique, puisque vous avez 40% de l'indice qui repose sur ces 10 valeurs, mathématiquement, si elles font moins 20, le SP500 ne fera pas plus 10, vous voyez? Bon, sauf si derrière... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, effectivement, cette surconcentration peut être aussi lue comme un risque. Bon, alors, bien sûr, le risque de liquidité, la stabilité financière, le fameux shadow banking. Voilà, de temps en temps, on a une petite crise d'un établissement financier hors secteur bancaire. Bon, ça a toujours été un risque sous-jacent. Ça peut péter à tout moment. On est dans le domaine de l'exceptionnel. Peut-être pas du signe noir, mais quoique, il faut pouvoir identifier l'établissement.
Mais on n'est jamais à l'abri, surtout dans un environnement de taux d'intérêt qui reste quand même élevé, notamment aux États-Unis. Donc voilà, là, vous avez des raisons qui peuvent justifier un crash. En fait, bon, les deux raisons principales sont la valorisation et l'inflation. Voilà. D'accord, très bien. En même temps, on se dit, bon, il y a un petit catalogue là qui est sympa de raisons qui peuvent justifier un crash, mais ça ne semble pas super complet. Et effectivement, vous allez voir qu'il y a deuxième partie donc. Alors, avant la deuxième partie, j'avais ici quelques illustrations. Donc déjà ici, vous avez, pour faire une synthèse sur la valorisation, vous avez donc les conditions actuelles de valorisation par rapport à ce que fut la valo en 2007 avant le bear market, avant le crash de 50%, et la valo en 2000 avant le crash de 50%. Donc je vous remontre ça, hein. Je vous montre, c'est ça, voilà. Donc je compare la situation actuelle avec celle-ci, où il y a eu moins 58%, et là, 2000-2001, moins 51%, 2007-2008, moins 58%. Notez que là, nous sommes à 100% de hausse sur le SP500 depuis 2022. C'est à peu près la même hausse ici, 100%, entre septembre 2002 et l'automne 2007. Bon, et justement, si on compare on compare la valorisation ici, avec la valorisation ici, et avec la valorisation ici. C'est ce que propose de faire ce tableau, et on est doux, c'est rouge partout. Selon 3 critères de valo. Cap ratio, PE classique, Buffett indicator. Donc, oui, la valo, mais vous l'avez lu partout. La valo peut justifier un crash. La valo et l'inflation, mais quoique, on n'est pas si loin de la cible de la Fed, parce que si on retraite des tarifs douaniers, on a la Fed. Alors, au-delà de la valo, il y a aussi la performance, le fait qu'on ait fait une performance similaire à, par exemple, celle du marché entre 2002 et 2007. On a fait plus de 100%, à l'époque, il y a eu moins 50%. Maintenant, et puis oui, encore un argument pour un marché au moins flat l'année prochaine. L'année prochaine, 2026, sera l'année de la deuxième année dite du cycle présidentiel, l'année des midterms, c'est l'année la plus faible, etc. etc. Bon, ok, très bien. Maintenant, les facteurs qui peuvent justement nuancer ce scénario du crash, voire l'annuler, l'équilibrer, ou mettre le marché simplement en range. C'est-à-dire, non pas un crash, non pas un retour à 6002, voire à 5003, mais un flat, une phase latérale. Donc, des amortisseurs, voire des facteurs de soutien. Premier élément de soutien, à partir du 1er décembre, c'est la fin du programme de quantitative tightening de la Fed. Ça, c'est une raison structurelle de tenir. La fin du quantitative tightening de la Fed, c'est une raison structurelle. Là, vous avez en bleu le SP500. Là, c'est le Bitcoin, mais oubliez le Bitcoin. En bleu, le SP500. Et là, vous avez en ligne verte les 3 fois dans le passé où le QT de la Fed s'est arrêté. Systématiquement, il y a eu un impact positif sur le SP500. Et là, c'est à partir de ce lundi 1er décembre. Pour représenter le risque ici, je représente le rapport entre les altcoins et Bitcoin. La dernière fois que le programme de quantitative tightening s'était arrêté, c'était en août 2019. En bleu, c'est le bilan de la Fed. Regardez. Le bilan de la Fed baisse, c'est le quantitative tightening. Le QT s'arrête, le bilan se met à remonter. Bon, là, c'était le Covid, ne tenez pas compte. Là, attention, il n'y aura pas de hausse du bilan. Mais là, le bilan de la Fed va se mettre à plat. Mais c'est vrai qu'on voit à l'époque que la fin du QT avait plutôt soutenu les alts. Et les altcoins du marché crypto, c'est le risque par excellence. Il n'y a pas de crash du SP500 si les alts montent. Impossible. Mais attention, là, le bilan ne va pas se mettre à monter. Ça va devenir neutre. Mais déjà, il ne baisse plus, le bilan. Donc, ça, c'est quand même un point de résilience important. Vous avez bien sûr la fin du shutdown et la liquidité mondiale M2, qui est toujours sur ses records. Et le momentum du M2 fait un nouveau record. Il y a si vous voulez, la liquidité, les conditions de liquidité qui arrivent sont vraiment des facteurs de résistance au crash. Je vous montre ici par exemple en violet, la masse monétaire M2 mondiale, le M2 des États-Unis plus les M2 des principales économies du monde. Et là, c'est projeté de 12 semaines. On est encore sur des records, on est tout en haut, ça ne se retourne pas. Prenez le momentum du M2, l'histogramme ici en vert. On vient de faire un nouveau record. Le taux de croissance annuel du M2 fait un nouveau record. Bon, ça colle pas non plus avec un scénario d'un crash. La fin du shutdown va faire remonter la liquidité net US, la courbe ici en bleu.
Et c'est vrai que si cette liquidité nette US remonte, c'est aussi un facteur qui peut venir amortir une correction. Donc ça, c'est déjà pour la partie utilité. Maintenant, le business cycle. Le business cycle est plutôt dans une zone basse. Une zone basse. Or, il y a une corrélation entre le marché action global, je ne parle pas de la tech, mais toutes les autres valeurs cycliques, et le business cycle. Pour représenter ce business cycle, j'utilise le ratio cuivre-gold. Et pour vous montrer à quel point ça colle bien au risque, à chaque fois que le ratio cuivre-gold en noir ici a fait un sommet, ça correspondait pile poil au sommet historique du cours du Bitcoin. Décembre 2013, décembre 2017, novembre 2021. Et là, le ratio cuivre-gold est tout en bas et il y a des divergences. Donc si ça marche d'un point de vue technique, si le ratio cuivre-gold repart à la hausse, ça correspond à chaque fois avec des phases de hausse des actifs risqués en bourse. Regardez ici, vous avez donc, encore j'ai pris le Bitcoin, j'aurais pu mettre le SP500, et vous avez l'indice ISM aux États-Unis. On est plutôt dans une zone basse, et à chaque fois les tops de marché, c'était quand l'ISM était dans une zone haute. Alors si le QT s'arrête, si la Fed baisse ses taux ces prochains mois, et que ça relance l'activité économique, que ça relance le business cycle, que ça relance les indices ISM, le PMI, les PMI de l'ISM aux États-Unis, ce sont des facteurs d'amortisseurs de choc. C'est pas compatible avec un bear market du marché action. Donc là, on commence quand même à avoir un certain nombre d'arguments. Et puis, j'en reviens à cette histoire de valorisation. La valorisation de la tech, ok. Mais en fait, le marché est survalorisé à cause de la tech. Les excès techniques du SP500 n'existent pas sur le Russell 2000, n'existent pas sur le SP500 équipondéré, n'existent pas sur les microcaps. D'un point de vue du sentiment du marché, les tops se font toujours dans l'euphorie. Il y a encore beaucoup de vendeurs, je vais vous montrer ça. D'un point de vue quantitatif, on n'est pas en euphorie non plus. Donc, je reste sur cette histoire de valorisation. Oui, la tech est super valorisée. Oui, la tech, là vous avez le PE de Shiller de la tech, le PE régulier d'ailleurs qui a rejeté sous cette résistance. Oui, la tech est chère. La tech est chère. Mais justement, vous prenez les autres secteurs, les 11 super secteurs au sein duquel sont rassemblés le SP500, les valeurs financières, l'énergie, ressources de base, valeurs défensives, la santé, l'utilité, et même les valeurs industrielles. On n'est pas du tout dans un marché en excès de valorisation, ni d'un point de vue du PE de Shiller, ni d'un point de vue du PE régulier. De la même façon, il y a encore beaucoup de vendeurs parmi les investisseurs particuliers, énormément de vendeurs parmi les investisseurs particuliers. Lorsque vous regardez le pourcentage d'actions au-dessus du S&P 500, on est très loin de la zone rouge. Au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, on est très loin de la zone rouge, donc on n'est pas dans un excès. Et justement, sur ce plan technique, oui, le SP500 est très haut. Le SP500 est dans un haut de canal. Le SP500 a fait 100% depuis 2022. Mais prenez d'autres indices. Prenez justement le SP500 équipondéré. Bah lui, il n'a toujours pas dépassé son sommet de 2024. Il n'est pas du tout suracheté d'un point de vue du momentum, ça fait même plutôt support. Prenez les small et mid cap US, le Russell 2000, on n'a même pas dépassé le sommet de 2021. Prenez les micro cap américaines, on n'a même pas dépassé le sommet de 2021. Il n'y a pas d'excès technique, il n'y a pas de surachat. Donc c'est ça qui peut paraître un peu... Même le Dow finalement, le Dow ne s'est pas vraiment beaucoup éloigné de son ancien record, et on est très loin de la zone de surachat. Donc, si vous voulez, d'un point de vue, là aussi, des excès techniques ou des excès en termes de valo, ces excès sont concentrés sur la tech. Et cette concentration sur la tech a une justification fondamentale, parce qu'ils font des bénéfices. Et vous avez tout ce packaging de liquidité qui est positif, qui n'est pas non plus compatible avec un crash. Sauf bien sûr un fait exceptionnel. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de choses ici importantes à passer en revue. Voilà, chers amis, attention, donc cette semaine, c'est le retour de l'inflation PCE. Alors, est-ce qu'un scénario Goldilocks est possible? Non. Il faut encore du temps. Il faut du temps pour que les tarifs douaniers soient normalisés, soit bien intégré à l'inflation, que se mette en place une normalisation. Mais il est vrai que l'algorithme de la Fed de Cleveland ne nous parle pas d'une seconde vague d'inflation. Par contre, on reste plutôt à 2,7, 2,8. Bon, Trueflation est particulièrement optimiste, toujours autour de 2,3, 2,4. Alors, un scénario de Goldilocks en concernant l'inflation
peut-être en première partie de l'année 2026. Voilà les amis. Alors pourquoi le SP500 ne crache pas d'après vous? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Merci. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.